Le 15 octobre 1917, une exécution par fusillade a lieu à Vincennes. Cette exécution porte sur une intelligence avec l'ennemi en temps de guerre, en l'occurrence l'Allemagne. Rien de particulier jusque-là, si ce n'est que le coupable est une femme, une danseuse néerlandaise, Margaretha Zelle, plus connue sous le nom de Mata Hari. Découvrons ensemble l'histoire de cette Mata Hari et pourquoi cette affaire a fasciné la France. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. L'antagonisme entre la France et l'Allemagne est plus solide que l'adamantium. Tout ce qui a trait à la trahison fait la une des journaux, que ce soit justifié ou non. On pense par exemple à l'affaire Dreyfus. Ce n'est pas une affaire anodine que de dévoiler des secrets militaires pouvant entraîner la mort de soldats français. C'est dans ce contexte que se déroule notre histoire. Margaretha Zelle est née à Leeuwarden aux Pays-Bas en 1876. Son père est un marchand de chapeaux fortuné et Margaretha grandit tranquillement avec ses 3 frères. Tranquillement jusqu'en 1889. Les petits problèmes vont commencer et les gros scandales également. Elle s'invente un passé glorieux, une famille riche et célèbre. Elle s'en vante sans cesse auprès de ses camarades de classe. Margaretha va ensuite être virée de l'école pour avoir une liaison avec le directeur. On est clairement dans la partie scandale. En 1895, elle a 18 ans et épouse un officier de marine, Rudolf MacLeod. Ce dernier a 37 ans, 19 de plus qu'elle. Le couple part pour les Indes sur l'île de Java. Elle en profite pour apprendre la danse javanaise et mettra 2 enfants au monde, un garçon et une fille. Tout se passe bien, sans problème. Sans problème, jusqu'en 1899. Un nouveau drame frappe Margaretha. Ses 2 enfants sont empoisonnés. Était-ce une vengeance, une histoire de jalousie, un accident? On ne saura jamais. Toujours est-il que le fils du couple meurt. Le mariage ne va pas survivre à cette perte. Et le divorce est prononcé lors de leur retour en Europe en 1902. Il faut dire que son mari était devenu entre-temps alcoolique et violent. Margaretha obtient la garde de sa fille et une pension. Rudolf MacLeod ne payera jamais la pension et enlèvera sa fille. Une autre époque. En novembre 1903, Margaretha s'installe en France. Elle a 27 ans et elle espère se faire sa place dans le Paris de la Belle Époque. Elle se fait appeler Lady MacLeod et devient une cocotte. C'est quoi une cocotte ? Eh bien, c'est un mélange entre une courtisane et une prostituée. Elle est plus distinguée qu'une simple prostituée, on peut l'inviter dans le milieu mondain, mais elle vend quand même son corps contre des faveurs, souvent sexuelles. Lady MacLeod va mettre en pratique son apprentissage de la danse javanaise. Elle travaille en 1905 dans un cirque en tant que danseuse dénudée. En mars, Émile Guimet, un orientaliste qui possède un musée, l'engage pour un spectacle. La bibliothèque du musée est transformée en temple hindou et Margaretha fait une danse nue. C'est un triomphe et c'est à ce moment qu'elle adopte le nom de Mata Hari, signifiant soleil ou œil du jour. « 1905 ou le début du succès. Une troupe se crée autour de Mata Hari et joue à l'Olympia et dans toute l'Europe. Elle est alors l'une des danseuses les mieux payées du monde, tournant d'une capitale à une autre, passant d'un amant à un autre. L'un de ses amants sera le lieutenant allemand Alfred Kieper. Cette aventure sera retenue contre elle lors de ses déboires futurs. Mais on n'en est pas encore là. Son numéro de nu est l'un des plus célèbres de la Belle Époque. Toute une légende va naître sur Mata Hari, grandement alimentée par elle-même. Elle serait née à Java d'un père baron. Elle a été initiée à la danse par des prêtres de Shiva.
Quand elle faisait son nu sur scène, ses seins étaient cachés par des cupules ornées de bijoux. La raison officielle, c'est que son mari jaloux les aurait arrachés. Elle ne voulait pas exposer ses cicatrices en public. La vraie raison, c'est que Mata Hari avait honte de leur petite taille. Sa relation avec Alfred Kieper fait polémique en France. Mata Hari perd en popularité. Elle doit se résigner à des rôles secondaires. Elle se retrouve endettée et doit même se prostituer en maison close. Elle est obligée de quitter les hôtels luxueux et de louer une modeste maison à La Haye. Mata Hari va y recevoir la visite du consul d'Allemagne, Karl Kramer. Celui-ci va lui proposer de rembourser ses dettes en échange de renseignements stratégiques. Nous sommes en 1911, et cette affaire jusque-là classique, de la montée et de la déchéance d'une vedette, va devenir tout à coup une affaire d'espionnage. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en mettant un petit commentaire, ça nous aide beaucoup pour le référencement. On vous remercie. Elle se fait plutôt discrète jusqu'en 1916, où elle rencontre le capitaine Georges Ladoux, chef du contre-espionnage français. Celui-ci lui propose la même chose que Karl Kramer, travailler pour la France en espionnant les Allemands. Pas besoin d'être un expert pour savoir que jouer double jeu dans ce genre de circonstances, ça peut difficilement bien finir. Étant citoyenne des Pays-Bas, elle peut franchir les frontières librement, les Pays-Bas étant neutres durant la Première Guerre mondiale. Lors d'une escale en Angleterre, elle révèle à un membre du MI5, les services secrets anglais, qu'elle travaille pour les Français. Mata Hari part ensuite pour Madrid, où elle fréquente de nombreux membres des services secrets alliés. Elle sera d'ailleurs courtisée par de nombreux officiers. Cette double allégeance commence à se faire remarquer. En janvier, le major Calais, attaché militaire allemand à Madrid, envoie un message à Berlin concernant les activités de H21. Mais qui est H21 ? Quelques mois plus tôt, Mata Hari avait tenté de séduire cet officier, en se présentant comme une espionne allemande au nom de code H21. Le major Calais envoie un message en Allemagne pour rendre compte des activités d'H21. Mais le message est intercepté par les Français, qui comprennent très vite que H21, c'est Mata Hari. Ils comprennent même trop vite. Il est possible que les Allemands aient volontairement codé le message de manière à ce que les Français le déchiffrent facilement. Leur but était peut-être de laisser les Français neutraliser Mata Hari. La double allégeance d'un espion n'étant bon pour aucun des deux pays. De retour en France, les services français perquisitionnent sa chambre de l'hôtel Élysée Palace sur les Champs-Élysées. Mata Hari est arrêtée par la police et soumise à un interrogatoire. Elle ne dit rien de particulier, si ce n'est qu'elle travaille pour la France et qu'elle déteste les Allemands car ceux-ci lui auraient volé des fourrures valant 80 000 francs. Cette explication ne va pas convaincre les Français et le procès de Mata Hari va avoir lieu. Le procès de Mata Hari pour espionnage au profit de l'Allemagne sera court et l'enquête sommaire. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale et la bataille du Chemin des Dames vient de se terminer, faisant 180 000 morts côté français. Mata Hari apparaît alors comme la coupable idéale, voire comme une bouc émissaire. Lors de la perquisition de sa chambre d'hôtel, un produit pharmaceutique est trouvé. Elle déclare qu'il s'agit d'un contraceptif. On rappelle que Mata Hari se prostituait. Cela n'avait rien d'étrange qu'elle ait ce genre de produit. Sauf que la composition de ce produit pouvait aussi servir à créer de l'encre sympathique. Bon, c'est vrai que la preuve n'est pas très convaincante, mais ce n'est pas le seul élément trouvé par les inspecteurs. Ils trouvent également un télégramme chiffré indiquant le versement de 20 000 francs par le consul allemand. Mata Hari reconnaît le versement, mais précise qu'il s'agit du prix de ses faveurs.
Sans surprise, ces explications n'ont pas convaincu la cour. Les jurys ne se sont pas retournés, ils n'ont pas appuyé sur le buzzer. Au bout de 3 jours de procès, elle est condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. Sa demande de grâce présidentielle sera rejetée par le président de la République, Raymond Poincaré. Son exécution aura lieu le 15 octobre 1917 par fusillade à Vincennes. À sa mort, plusieurs de ses organes seront volés. Comme souvenir. Durant l'entre-deux-guerres, les Allemands présenteront Mata Hari comme une martyre, innocente victime de la justice française, avant de reconnaître que celle-ci fournissait bien des informations aux Allemands. Ces renseignements n'étaient pas importants, rien de dommageable. En temps de paix, l'issue aurait certainement été différente. Mais dans un contexte de guerre, il était compliqué de faire autrement. Mata Hari n'était probablement qu'une cocotte naïve manipulée par les services secrets de 2 États en guerre. La morale de cette histoire, c'est que lorsqu'on prend le risque de jouer sur 2 tableaux, on n'en ressort jamais indemne. Les histoires d'espionnage sont toujours fascinantes, encore plus quand la manipulation et le double jeu rentrent en compte. Si vous aussi vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à nous rejoindre sur Instagram, on n'oublie pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.